l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le grand chef vendéen Cadoudal qui fut monté en Anatole, comme on dit, squelette pédagogique donc, par Dominique Larrey, le médecin de la Grande Armée. Incroyable l'histoire. Vous connaissez un peu Cadoudal, Jean-Luc? J'avoue que non. Vous Moi, voyez pas à quoi il ressemble? La Roque Jacquelin. C'est un très grand héros des guerres de Vendée pendant la Révolution française. Il était fils de riches laboureurs, né à Kerléano, en Brèche, le 1er janvier 1771. Cadoudal, rien que son nom veut tout dire en breton, ça veut dire guerrier retournant au combat. Et c'est un personnage incroyable, parce que déjà, c'est une armoire à glace avec un coup de taureau. Et quand il était recherché comme ennemi public numéro 1, son signalement fut diffusé dans tout Paris. Son signalement disait « extrêmement puissant, très ventru, beau teint frais, blanc et coloré, yeux gris, cheveux châtain clair ». Alors Cadoudal, comme il est tout jeune homme au moment de la Révolution française, il est d'abord assez enthousiasmé par les idées révolutionnaires, et comme l'ont été d'ailleurs un certain nombre d'aristocrates. Mais c'est un royaliste avant tout, et c'est pourquoi quand Louis XVI était guillotiné le 21 janvier 1793, alors là c'est la fin de son enthousiasme, il s'engage à fond dans la contre-révolution, et il se bat comme un lion pendant 7 ans. Alors d'abord c'est des échauffourées, des émeutes, des embuscades, des escarmouches en Vendée. Il va avoir une existence extrêmement chaotique et aventureuse pendant ces années. Il part à Londres, il est fait prisonnier à Brest, il s'évade de prison, et puis il finit par s'imposer comme le chef des troupes vendéennes contre-révolutionnaires en Morbihan. Et de sorte que le comte d'Artois, frère de Louis XVI, lui, il est parti à temps, donc il s'est réfugié en Angleterre. Eh bien, le comte d'Artois fait de Cadoudal le meneur d'hommes, cet homme d'une trempe exceptionnelle, le lieutenant général commandant en chef des armées catholiques et royales dans le Morbihan, Finistère, Ille-et-Vilaine et Côte-du-Nord. Donc Cadoudal devient vraiment un homme extrêmement puissant dans la contre-révolution, et d'ailleurs tellement fort, tellement malin, tellement efficace que Bonaparte, qui va le rencontrer, ne va pas s'y tromper, il va tenter de l'acheter. Il lui propose un grade de général de division et une rente. Et l'autre est exaspéré. Ce petit homme-là, en plus évidemment à côté de lui, c'était vraiment un abo, Napoléon. Ce petit homme-là, j'ai eu envie de le prendre dans mes bras, de le serrer, à l'en étouffer. Qu'est-ce qu'il croyait, que j'allais travailler pour lui, pour de l'argent. Alors, quand il y a l'attentat de la rue Saint-Nicaise contre Bonaparte, eh bien, évidemment, tout de suite, on soupçonne Cadoudal d'avoir trempé là-dedans. Donc, il se cache à Paris, près du Panthéon. Et puis un jour, il est débusqué, il est dénoncé. Il part à bord d'une carriole, et il ne va pas très loin, d'ailleurs, depuis le Panthéon jusque la rue de Bussy. Et là, il est arrêté. Au passage, il a tiré sur un agent de police. Et d'ailleurs, à son procès, l'anecdote est bien connue. On lui reproche d'avoir tiré sur un policier qui était père de famille, un nommé Buffet. Et Cadoudal aura cette fameuse réplique « Mais vous n'aviez qu'à me faire arrêter par des célibataires ». D'ailleurs, au passage, quand on dit prendre une balle dans le buffet, c'est une allusion directe à ce fameux Buffet qui a été le premier fonctionnaire de police tué dans l'exercice de ses fonctions, car la préfecture de police à Paris venait d'être créée par Bonaparte. Bon, Cadoudal, lui, avec 11 de ses compagnons... On salue le fun fact. Oui, vous y penserez, prendre une base dans le buffet. Il est donc exécuté avec 11 de ses compagnons place de Grève, le 25 juin 1804, c'est-à-dire devant l'actuelle mairie de Paris. Et ce qui a beaucoup de gueule, c'est que jusqu'à la fin, il aura eu du panache, cet homme-là, c'est-à-dire que la tradition voulait que l'on exécutât d'abord les chefs de bande, et lui a exigé, a demandé comme une grâce d'être exécuté en dernier, parce qu'il ne voulait pas que ses camarades exécutés avant lui puissent penser une seule minute qu'il accepterait pour lui une grâce honteuse après leur mort. Donc il a dit, allez, je passe le premier sous la guillotine. Alors la suite est à peine croyable, c'est que ses compagnons d'infortune sont tous inhumés au cimetière Sainte-Catherine du côté du faubourg Saint-Marcel, mais la dépouille de Cadoudal, elle est conservée et réduite à l'état de squelette, c'est-à-dire toute nettoyée de ses chairs, probablement dans de l'eau bouillante,
Et ça a été probablement fait par Larrey, le médecin de la Grande Armée, qui est un homme absolument remarquable. Comment a-t-il... Alors évidemment, Cadoudal était un ennemi juré de Napoléon. Mais enfin, prendre ce grand homme, préparer ses ossements, en faire un anatole, c'est-à-dire il l'a monté sur fil de fer et il le met dans son cabinet à l'université. Donc ça sert, c'est un squelette qui sert comme outil pédagogique aux étudiants en médecine. Oui, ça c'est le tibia, ça c'est le je sais pas quoi, ça c'est la côte et ça c'est la quoi d'autre. Qu'est-ce qu'il y a comme os? Il y en a beaucoup des os. Hein. Bon, enfin bref, le fémur. Voilà. Alors de toute façon, pendant 10 ans, Larrey aurait donc gardé ce squelette dans son bureau. Mais vient la Restauration. Et là, ça l'affiche mal d'avoir monté sur fil de fer le héros de la contre-révolution. Vous imaginez, vis-à-vis du roi qui est revenu au pouvoir, « Ah, monsieur Larrey, vous avez monté Cadoudal sur fil de fer ?» Bon, alors là, Larrey rend le squelette, mais il se présente comme le simple dépositaire de la relique et non comme l'auteur de l'outrageante opération qui a fait du héros breton un objet de collection pour cabinet de curiosité. Quand la Bretagne est instruite de la réapparition des restes de son héros, même monté sur fil de fer, elle réclame bien sûr l'honneur de recevoir la dépouille et de l'inhumer à Kerlénao, là, près de la maison natale du chef Chouan. Alors on lance une souscription, tout le monde paye, le roi Charles X naturellement, tous les membres de la famille royale, toute la France monarchique va payer pour l'édification d'un mausolée pour Cadoudal. C'est en 1830, donc 26 ans après la mort de Cadoudal, que le coffret contenant ses restes est sorti du caveau de l'église Saint-Paul à Paris pour être convoyé jusqu'à Kerléano. Et bien sûr, vraiment voyage triomphal, toute la Bretagne est là pour accueillir son héros, qui n'ira dans son mausolée que dans les années 1850 parce qu'il n'y avait plus d'argent pour les travaux. Bon voilà, il est là. Donc il est à Kerléano. Sauf que dans ces histoires d'os, rien n'est jamais vraiment terminé. Il semblerait que le crâne ne soit pas celui de Cadoudal. Sa dernière descendante a pu le voir, elle l'a trouvé bien petit, alors qu'il avait une tête très massive. Alors, le crâne de Cadoudal a-t-il été dérobé? Où? Quand? Où se trouve-t-il à présent? D'aucuns prétendent qu'il serait quelque part en Bretagne, dans le cabinet de curiosité d'un particulier. D'autres qu'il se trouve en Allemagne. D'autres, enfin, qu'il est suspendu au lit à baldaquin de Stéphane Bern au Collège Royal de Thiron-Gardet. Bon, alors ça, c'est une probabilité quand même assez puissante. Bon, si c'est un fait qu'en tout cas, Stéphane, moi je pense qu'il faut mettre sur le coup tout de suite notre limier maison, Philippe Charlier. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'on retrouve le vrai crâne de Cadoudal. C'est une chose urgente. Absolument, vous avez tout à fait raison. En tout cas, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas Jean-Luc, nous on l'a pas. Voilà. Ok. Merci beaucoup Clémentine. Maintenant c'est le moment de l'émission. Ah oui, pardon. Et pour tout connaître sur les tentatives d'assassinat dont fit l'objet Napoléon, je vous recommande le livre le plus complet, le plus récent sur le sujet. Il voulait tuer Napoléon de Jacques-Olivier Boudon, paru chez Talandier. Merci Clémentine. Maintenant c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien puisque c'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Born to be Alive.